Je suis le funambule et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon fil se pourrait bien qu'il casse. Que j'ai peut-être peur ou bien peut-être pas. Et puis... Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi avec ce soir la journaliste et écrivaine Annick Cogent. Bonsoir Annick Cogent. Bonsoir René. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir Gentil. ensemble. On va parler des femmes et d'une femme en particulier, Gisèle Halimi. Vous venez de publier ce livre d'entretien avec elle, Une farouche liberté. Ouais. Gisèle Halimi, cette grande figure du féminisme qui nous a quittés cet été. Farouche, une femme qui défendait la liberté, une rebelle, une forte tête, un peu comme vous. Ah oui, une Vous aussi, vous êtes un peu une forte tête, Annick Cogent. Je crois que je suis peut-être moins insoumise qu'elle, mais pourtant je l'admire tellement. Justement, j'aime sa rébellion. Et c'est vrai que le mot farouche lui correspond vraiment bien. Eh ben, on va voir ça dans un instant tout de suite. Donc, grand reporter au Monde, vous êtes écrivaine et vous venez de publier donc ce livre, votre dernier livre en date, Une farouche liberté. Ce sont des entretiens avec Gisèle Halimi. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Ce livre d'entretien avec Gisèle Halimi, cette grande figure, cette grande avocate, cette grande figure du féminisme qui nous a quittés cet été, c'était le 28 juillet, au lendemain de ses 93 ans. Oui. Vous avez commencé ces entretiens avec Gisèle Halimi à l'automne dernier. Comment ça s'est passé ? Elle a suivi le projet jusqu'au bout. Comment ça s'est déroulé ? Ah oui, vraiment. On a commencé à parler pour Le Monde. On ne s'était pas vu depuis très longtemps. Je sollicitais un entretien depuis, presque un an. Et c'est vrai qu'elle avait un peu disparu des radars, on va dire, parce qu'elle n'avait pas repris la parole depuis à peu près 10 ans. Voilà. Et je trouvais qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Enfin, moi, je brûlais de lui poser plein de questions. Je l'avais rencontrée auparavant, il y a près d'une trentaine d'années. Elle m'avait appelée quand j'étais très jeune journaliste. Donc le dialogue avait continué comme ça, mais pas, c'est vrai, depuis quelques années. Là, on fait un grand entretien pour Le Monde. Et après, c'était tellement agréable. J'avais tellement de questions qu'on a eu envie de poursuivre la conversation. Et c'est ce qu'on a fait, je veux dire, jusqu'au confinement. Après, on s'est parlé par téléphone et jusqu'au bout, elle a suivi le livre. Je pense que ça lui faisait plaisir. Elle a relu les épreuves. Ah oui, je pense 15 jours avant sa mort, elle a vraiment lu les épreuves, mon petit texte d'introduction, qu'on lui a lu d'ailleurs, parce que je crois que là, elle était déjà un peu en train de s'éteindre. Mais je l'ai eu au téléphone, 15 jours, 3 semaines avant, et toujours aussi... presque farouche, insoumise bien sûr, et très gourmande de la vie. Elle avait plein de choses à dire et elle était toujours indignée par ce qu'elle lisait dans le journal parce qu'elle lisait les journaux tous les jours. Et c'est un formidable témoignage, une vraie leçon de vie dont on va parler dans un instant, un destin incroyable, Gisèle Halimi. Oui, vraiment. On va se pencher d'abord sur votre destin à vous, Annick Cogent, avec votre portrait. Il est moins incroyable. Votre portrait, vous allez voir, il est signé de quelqu'un que vous connaissez bien, Philippe Ridet, un certain journaliste du Monde, lui aussi. Il va être impitoyable, vous allez voir. Ce portrait de Philippe Ridet qui est lu par Sandrine Le Calvez. Ma chère Annick Cogent, comment ne pas envier votre mère, cet allié, cet ami, cette histoire d'amour ? Marie-Germaine, qui depuis ce petit coin de Bretagne où vous êtes née en 1957, vous dit que rien ne peut s'opposer à vos rêves. La politique d'un président américain vous heurte, un potentat africain vous ulcère. Écris-leur, Nana, vous conseille votre mère. Et votre père aussi, pendant qu'on y est. Louis, notaire, obscur et taiseux, qui vous traite de garçon manqué parce que vous plantez votre tente d'Indien sur la pelouse, grimpez aux arbres et voulez qu'on vous appelle cochise. Déjà, vous portez les cheveux bouclés, un art comme les Amazones. Vous allez lui montrer ce qu'est une fille réussie. Audace, culot, envie de voir et de raconter une seule solution, le journalisme. D'abord, un passage par la fac de droit de Rennes et un cours d'art dramatique, puis Sciences Po Paris. 1980, vous parcourez le monde. 1981, vous y entrez pour un stage d'1 mois. Vous êtes aujourd'hui la plus ancienne des journalistes de ce quotidien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre journal a, comme on dit, un look un peu craignos? Voudriez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse l'IB, qu'on fasse le matin, qui plusieurs fois d'ailleurs on fait exactement la même titre, la même une? Non, pas du tout, c'est pas le nom. Vous privilégiez l'honnêteté à l'objectivité. Vous conciliez la distance et l'empathie. Par-dessus tout, vous travaillez la qualité des histoires. C'est votre marque. Spécialiste de grands récits,
Des marins du Guilvinec aux femmes violées de Syrie, vous collectionnez les prix. Vous excellez dans les entretiens fleuves. De Simone Veil à Patti Smith, en Serue à votre confessionnal. Elles se sont toutes battues, imposées dans un monde d'hommes. Elles ont dû montrer plus de courage, elles ont dû travailler davantage. Puis vous vous attachez à restituer l'âme et le grain de la voix de vos interlocuteurs avec humilité. Souvent, les femmes qui vous attachent le plus sont d'anciennes garçons manqués. Comme c'est bizarre. En 2013, Louis et Marie-Germaine vous ont laissé orpheline. Mais vous savez, ma chère Annick, que sans eux, vous ne seriez pas arrivée là. Bah dis donc, Et voilà, c'est tout de vous, Philippe Ridel. et c'est beaucoup de choses, c'est très touchant. Et donc, au fil de ce destin, vous avez rencontré donc Gisèle Halimi il y a longtemps déjà. Vous la connaissiez quoi depuis? C'est une amie de 30 ans, en quelque sorte. Comment est-ce que vous l'avez je n'osais pas dire rencontrée? amie à ce moment-là, bien sûr, mais elle m'a téléphoné un jour à la rédaction du Monde. Je crois que c'était effectivement après un papier sur les femmes du Guilvinec. Les marins pêcheurs étaient en grève. C'était tragique, la situation était très difficile et je m'étais attachée aux femmes. Effectivement, ces femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui gèrent la famille et qui gèrent les absences, évidemment, pendant que les hommes sont en mer. Et ça l'avait touchée et m'avait dit déjeunons. Waouh, déjeuner avec Gisèle Halimi, j'étais tellement contente, impressionnée. Et elle était vibrante, elle m'interpellait, elle me disait mais il ne faut pas accepter ça dans la rédaction, vous faites quoi? J'espère qu'on vous laisse libre, etc. Enfin, à chaque fois, mais tempêtez, faites quelque chose. Je crois que, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais peut-être un peu moins insoumise qu'elle, en tout cas de tempérament, mais je le devenais parce qu'elle m'aiguillonnait tout le temps. Et donc on s'est vus au fil des décennies, on va dire, de temps en temps, pas très souvent, mais tout de même, elle suivait ce que je faisais, je suivais ce qu'elle faisait. On a gardé le contact, voilà. Et ce qu'on apprend dans votre livre, Annick Cogent, c'est que ce côté rebelle, en fait, Gisèle Halimi, elle l'a toute petite. Ah elle oui. naît en Tunisie dans les années 30, milieu juif conservateur. À 10 ans, elle fait une grève de la faim Oui. pour lire, pour arrêter de servir ses frères à table. Oui. Elle échappe plus tard à un mariage forcé. Est-ce que c'était une malédiction de naître femme? Mais c'est une malédiction de naître fille dans la plupart des pays du monde. Encore maintenant, il y a quelques mois, c'est terrible de dire ça, mais il y a 2 mois, Gisèle Halimi me regardait en me disant, vous vous rendez compte, Annick, on est en 2020 et ça reste pas de bol de naître fille dans la plupart de nos pays. Encore en France, disait-elle, on a plus de chance et on a déblayé le terrain, nous les féministes, disait-elle, mais dans la plupart des pays, et c'est vrai, je me sentais proche d'elle et je lui racontais de temps en temps un peu le monde tel que je le voyais lors de mes voyages, enfin autour de la Syrie, dans le Moyen-Orient, en Afghanistan, etc. Ma première rébellion peut-être est née de ces moments-là, de me rendre compte que c'est juste une catastrophe. On a une chance sur 2 de naître du mauvais côté, voilà. Et pour les petites Afghanes, les petites Libyennes que j'ai rencontrées sous Kadhafi et dans beaucoup de pays, c'est juste absolument terrible. Alors, effectivement, dans nos sociétés, c'est un peu moins violent. N'empêche que c'est naître du mauvais côté et cette conviction l'animait. Et elle continuait à dire, 70 ans après, c'est toujours injuste. Ou pas juste, disait-elle. Vous dites, voilà, nous, enfin, Gisèle Halimi disait, on a déblayé le terrain, mais que pensait-elle des féministes d'aujourd'hui? On en voit davantage, notamment avec la vague MeToo. Qu'est-ce qu'elle en pensait de ça? Elle avait du mal à comprendre la vague MeToo. Alors, je m'asseyais à côté d'elle en disant, Gisèle, regardez, je prends mon petit téléphone, voilà, hashtag. Oui, c'est des hashtags. Vous avez appris, le hashtag. Twitter, Oui, les réseaux sociaux. Twitter, bah oui, quand même, regardez ce que c'était. Elle me disait, mais quand même, nous, on arrivait à 2000, 3000, tout d'accord. Je lui dis, là, c'est 30 millions. Gisèle, MeToo, ça peut réunir 30 millions de femmes de par le monde. Bon, alors, effectivement, elle disait, c'est formidable. La première chose qui est importante, c'est cette prise de conscience de on est tous ensemble, on subit tous le même sort. Elle a la dent un peu dure, Donc, quand même. Comment? Elle a la dent un peu dure, enfin, Gisèle Mais Halimi. bien sûr qu'elle a la dent dure. Elle avait toujours la dent Oui, mais- dure, effectivement. Donc elle prône la solidarité et en même temps elle observe ce que font les autres. Elle Elle disait est que c'était un souvent peu plus assez risqué, c'est critique. ça, autrefois. En tout cas, que la Mais prise de risque, oui. on pense notamment au manifeste, le fameux manifeste des 343 femmes, c'est 343 C'était femmes qui avaient terrible. avorté et ce Les manifeste qui était publié dans le répercussions Velux. Ouais. et les dégâts pouvaient être immédiats sur celles qui signaient ça. MeToo, elle trouvait que c'était un peu facile. Certes, utile, c'est un premier pas pour prendre conscience de cette nécessaire solidarité et du sort commun qu'on partage. Mais après, on fait quoi? Pas assez Une fois loin, qu'on a quoi. dit MeToo. Puis en plus, c'était une juriste avec toujours ce sentiment d'une nécessaire justice. Et donc, on ne peut pas dire MeToo sans dire pourquoi, dans quelles circonstances, et poursuivre en justice. Et ça lui tenait à cœur. Justement, vous évoquez la juriste qu'elle était, Oui. Annick Cogent. On a une archive à vous montrer. Hélène, cette archive, c'est donc Gisèle Halimi, évidemment. Ouais. Il y a plus de 40 ans, Gisèle Halimi qui évoque
le viol et Oui. la figure du violeur. Hein. Gisèle Halimi aura changé la France dans les Oui. années 70, dans Oui, cette vraiment. société paternaliste, misogyne. Elle va plaider d'abord en 72 pour l'avortement, et puis plus tard dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui le procès du viol de touristes belges violés dans une calanque près de Marseille. On a retrouvé une interview où elle s'insurge contre les stéréotypes du profil des violeurs. Gisèle Halimi sur France 3, nous sommes le 26 mai 1977. Je vous propose de regarder. Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Dans une affaire que je vais plaider bientôt devant une cour d'assises, le viol a été pratiqué par quatre, pas du tout prolétaires ni immigrés, hein, des ingénieurs, architectes, des gens bien de chez nous. Le violeur moyen commun est un bon Français, tristement ordinaire, pas psychopathe et pas immigré. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. C'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. Le viol, c'est la négation et le mépris de l'autre. C'est quasiment du fascisme. Cette phrase, on la retrouve, hein, elle vous la répète dans votre livre. Annick Cogent, vous qui avez écrit sur le viol comme arme de guerre, on l'a évoqué en Syrie, en Libye avec Kadhafi. Est-ce que cette phrase est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle vous parle plus que les autres? Ah, mais bien sûr, je trouve qu'elle est d'une formidable modernité. Quand on pense que ça fait 40 ans, elle disait ça il y a 40 ans, et qu'on peut dire exactement la même chose, et que ça se joue encore dans ces termes-là. Oui, le viol, heureusement, on peut davantage le dire, et MeToo a permis vraiment qu'on mette en exergue ces violences sexuelles, et que le mot viol puisse être prononcé sans qu'on rougisse, ou qu'on essaie de cacher le mot par agression, ou bien d'autres choses. Ce qu'elle dit en plus, c'est que tous ces sujets doivent être débattus avec les hommes. C'est pas une affaire uniquement de femmes. Elle n'exclut pas les hommes. Au contraire, si on veut changer la société, ça n'est jamais contre les hommes. Si on veut changer la société, c'est avec les hommes. C'est pas aux femmes de changer, c'est aux hommes de changer, de comprendre. Et que à chaque fois, c'est un combat qui inclut effectivement l'autre moitié de la population. Et c'est ça qui est très important. Hélène évoquait vos grands reportages, notamment ceux que vous avez fait en Libye, hein, qui ont donné lieu ensuite à un livre. Annick Cogent, vous avez présidé aussi pendant une dizaine d'années le jury du prix Albert Londres. Le grand reportage, c'est aussi votre vie, c'est ça qui vous a amené aujourd'hui. Mais c'est mort aujourd'hui, le grand reportage. Les rédactions ne font plus de reportage, n'ont plus les moyens, en tout cas de moins en moins, non? On essaie quand même de continuer. Je crois que j'ai de la chance d'être dans un journal qui effectivement mise beaucoup là-dessus. Et sur globalement, au-delà du monde, c'est vrai que c'est Mais oui, c'est très compliqué. En plus de Covid, là, pour le coup, n'êtes pas au voyage. Et pourtant, je crois dans la force de ça, je crois dans la force des témoignages, je crois dans la force d'aller sur le terrain. Notre problème à nous, le challenge, et c'est pour ça que j'aime ce métier. Moi, je ne le fais qu'avec des mots, et c'est de la façon dont j'agence mes petits tas de mots pour faire partager à la fois le témoignage et puis les impressions, pour faire bouger les choses. Rapidement, est-ce que vous avez un secret pour les confesser, ces personnes? Voilà, si quelqu'un nous regarde, il a envie de se lancer dans le journalisme, quel secret? Qu'est-ce que vous lui dites? Non, d'abord, j'arrive effectivement à chaque... Il n'y a vraiment pas de secret, mais j'arrive à chaque reportage ou chaque interview en ayant bien préparé l'interview, en essayant de savoir déjà le maximum de choses, mais je crois que c'est ce que vous faites, si j'ai bien compris, c'est même plutôt réussi. Et puis la deuxième chose, c'est de montrer vraiment de l'intérêt. J'écoute ardemment, ce que vous avez l'air de faire aussi, mais vraiment, ça m'intéresse au plus haut point, ce que dit la personne. Je le lui fais comprendre, mais je pense que c'est ça qui fait, quand on se sent entendu, on parle différemment, on sent que c'est important. C'est d'ailleurs que vous enregistrez, hein, puisque vous prenez note, vous enregistrez. Ah, j'enregistre toujours parce que je veux regarder les gens. Alors c'est long parce qu'il faut décrypter, etc. Et puis qu'après c'est un gros chantier parce que je pars de 90 000 signes pour une interview, on appelle ça les signes, chaque lettre compte. Et puis j'ai qu'une page qui en fait 12 000, donc c'est un vrai chantier de retracer tout ça. Vous connaissez bien ça. Je pense que c'est l'intérêt. J'ai l'impression que ma vie, tout ça va vous sembler exagéré, mais ma vie peut changer après cet entretien. J'attends que la personne me dise des choses qui, moi aussi, me fassent bouger. Vous, personnellement? Moi, personnellement, parce que moi, si je suis touchée, mes lecteurs le seront aussi. À moi de me débrouiller. En tout cas, vos lecteurs le sont souvent. Annick Cogent, vous restez avec nous, bien sûr. Maintenant, voici l'heure de partir en voyage à l'étranger avec Gaël.